Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Dieu est un trader. L'argent fait tourner le monde. Depuis que l'espèce humaine a créé, fruit de son intelligence, une manière de monnayer, d'acheter et vendre, l'homme est devenu sans en avoir conscience un capitaliste en herbe. L'Égyptien, le Romain, le Mérovingien, l'Amérindien et évidemment l'Américain sont à des degrés divers, des exemples de libéraux comptant sur la richesse pour bien vivre leur vie au temps d'hier. Qu'il y a-t-il de différent aujourd'hui pour nos concitoyens ? Juste une question d'échelle et d'indécence. Puisque la question de l'appétit, pour une partie de la population, était réglée, puisque les questions de la satiété et de la faim étaient enfin assurées, le destin de ces premiers nantis devenait différent. Libérés du combat pour se nourrir, pour vivre, pour manger, boire, que reste-t-il à chacun d'entre eux ? La peur du vide et la tentation du trop-plein. À bien y réfléchir, ce qui a permis à l'homme de se mettre debout, d'assurer au fil du temps son existence, à créer des civilisations, à se projeter dans la modernité, ce mouvement inéluctable dans lequel l'intelligence se déploie, le condamne inévitablement à vouloir plus. Toujours plus. Dieu est un trader assurément. Puisque Dieu paraît si proche, le rapport entre l'homme et la soif de posséder a eu tendance à grossir, enfermant affairistes, bourgeois, spéculateurs, traders et milliardaires dans l'inconfort de leur destinée. Riche ou pauvre, l'être humain reste de passage, laissant l'interrogation d'une autre vie et de la trace, du sillon, que chacun d'entre nous laissera sur terre de son éphémère passage. Il fallut au moins l'homme pour créer l'argent. Quelle que soit sa forme d'échange, l'or, le dollar, le bitcoin et demain toute autre chose, l'argent est la variable de conversion, celui qui permet d'avoir, de posséder, de prendre, d'acheter, de vendre, de spéculer, de vivre, de thésauriser. L'argent aujourd'hui n'existe que parce que l'on y croit. Vraiment ? Si chacun d'entre nous allait retirer son argent de la banque, qu'adviendrait-il ? Quelques pays ont déjà essayé dans l'histoire, sans que la réussite soit vraiment réellement flagrante. La forme moderne et fiduciaire de l'argent est basée sur la foi. L'argent n'a que la valeur que nous lui donnons dans un lieu et un moment donné. C'est une équation à trois inconnues constamment revue qui nous divertit. Si Dieu est un trader, il a aussi assurément un bon sens de l'humour. Le petit bout de papier sur lequel nous avons imprimé quelquefois de gros chiffres ne vaut pas matériellement la valeur nominale du billet. C'est comme le contrat passé par Mediapro avec la Ligue française de football en fait, pour prendre une image limpide. Du papier et encore du papier. Un jour 1 milliard. Le lendemain, 3 fois rien. Vous me direz, c'est encore quelque chose. Le capitalisme ? C'est de la magie à l'état pur. Le libéralisme ? C'est de la poudre de perlimpinpin. L'argent fait tourner le monde. Le communisme lui-même s'est converti. Mais que dirait Mao revenant en Chine ? Mais que dirait Lénine revenant en Russie ? Mais que dirait Georges Marchais revenant en France ? Liliane fait les valises, on repart au paradis. Tous les pays du monde n'ont pas la chance d'avoir un Olivier Legrain. L'ancien communiste, qui a fait fortune dans l'industrie et devenu psychothérapeute, a créé un fonds au nom évocateur de 3 millions d'euros, RIAS, pour venir en aide aux migrants. Curieuse destinée pour un milliardaire qui ne brade pas son humanité. Mais bon, évidemment, cela reste une belle exception dans notre monde dans lequel les milliardaires ont quand même peu de chances de se ruiner eux-mêmes, et surtout pour les autres. L'argent a infiltré nos esprits, nos mentalités, nos corps et entrailles, nos esprits. Il est devenu le sang qui coule dans nos veines, les cellules de notre corps, les neurones de notre cerveau. Il est nos pieds qui nous font avancer ou reculer, notre sexe en érection. L'argent est notre indécence, c'est notre soumission, c'est l'incarnation même de nos péchés capitaux. Dieu est un trader. Nous vivons une époque formidable dans laquelle l'argent nous gouverne. C'est une nanoparticule qui régit le monde, notre civilisation si éclairée, qu'un dollar ou un euro aura toujours droit de citer dans n'importe quel endroit de notre terre. À la condition évidemment d'avoir quelqu'un en face de soi. Cette histoire est la nôtre, celle de notre vie de tous les jours, celle qui nous fait nous lever et nous fait marcher. Tout dans notre société nous oblige à consommer, à déclencher des envies irrépressibles, s'abonner à Téléfoot, à traiter mieux le superflu que l'essentiel, de nous enivrer plutôt que boire, de gloutonner plutôt que manger,
d'accaparer plutôt que de partager. Même Jean-Luc Mélenchon est un propriétaire, c'est dire. Propriétaire honteux certes, mais propriétaire quand même. Je le soupçonne même de s'être abonné, dès 1984, à Canal+. C'est dire. Pierre Rabhi évoque dans ses écrits la sobriété heureuse, fruit de la frénésie qui est la nôtre aujourd'hui. Vivre pour consommer, notre société est quelquefois celle de toutes les indécences. L'objet de cet essai est le fruit d'une colère contre une de ces indécences, totalement symbolique de ce que nous faisons, de ce que nous sommes devenus, de nos contradictions profondes, témoins de notre temps et de cette frénésie qui nous pousse vers le précipice. Une indécence qui parle à toutes les classes, à tous les pays du monde, aux jeunes et moins jeunes, aux hommes et aux femmes, aux riches et aux pauvres. Elle est une sorte de symbole de l'évolution de notre société, de nos comportements, de nos appétits, d'une économie devenue mondiale, dans laquelle la déraison de l'argent, de son pouvoir mortifère anesthésie la morale, le bon sens et crée les jeux du cirque à n'importe quel prix. Elle évoque le rapport au travail et la place que celui-ci occupe encore dans nos sociétés, les formes d'esclavage modernes, la manière dont on rémunère chacun d'entre nous dans tous les secteurs d'activité, salaire minimum ou maximum, la planète devenue village au temps d'une nouvelle division du travail dans laquelle les frontières sont ouvertes ou fermées, la place essentielle d'une vie en dehors du travail, la place du sport et d'une certaine forme de culture populaire et mondialisée. Publiée en septembre par le journal Le Monde, la tribune ci-dessous évoquait l'indécence du poids de l'argent dans le sport et notamment le football moderne. Elle évoquait en creux un sport populaire, mondialisé, méga télévisé, quintessence de nos écarts de conduite. Ceux d'un monde devenu fou de football, d'un monde de la soule dans lequel l'abolition de l'esclavage a vécu via la soumission des jeunes talents venus d'Afrique ou d'Amérique du Sud, d'un monde dans lequel les prédateurs sont légion entourant les joueurs, les clubs, les fédérations et les ligues, d'un monde où les transferts et les salaires deviennent ubuesques et indécents et posent pour le sport et plus largement la société dans son ensemble, la question du salaire minimum et maximum, d'un monde dans lequel le poids des médias et de l'image deviennent absolus, alimentant la faim d'un téléspectateur pourtant repu de football tant l'offre est importante. Bref, l'indécence du football est la parfaite illustration des maux et dérives qui nous entourent, que nous avons nous-mêmes créés et que nous ne pourrions pour d'obscures raisons jamais interroger et encore moins solutionner. Inacceptable. La question du poids de l'argent dans le sport, et notamment le football, n'est pas nouvelle. Elle a suivi crescendo, la montée en puissance des médias, la création des chaînes de télévision et évidemment, celle d'Internet qui a repoussé les limites des diffusions. Il est ainsi aujourd'hui possible, lorsque l'on est amateur de football, de regarder peu ou prou n'importe quel match, à n'importe quelle heure, à la condition de payer. L'ancien directeur général de la Ligue de football professionnel, LFP, Didier Quillot, pouvait ainsi s'extasier il y a quelques semaines sur l'accord des droits TV, générant des ressources nouvelles pour les clubs et la Ligue. Les droits pour la Ligue 1 sont aujourd'hui de 1,15 milliard d'euros, 2020 à 2024, contre 375 millions d'euros pour la saison 2004 à 2005 et 122 millions en 1998 à 1999, soit une multiplication par 10 en 20 ans. Cette nouvelle manne, censée alimenter les clubs et participer à leur bon état de santé financière, pose pourtant quelques interrogations, notamment sur la capacité des usagers à voir et donc à payer. Jusqu'à une centaine d'euros. Elle semble déjà lointaine. L'arrivée en France du groupe Canal+, en 1984, acteur historique de la diffusion de tous les matchs de l'ancienne D1, puis au début des années 2000, de ceux de la Ligue des Champions et des grands championnats étrangers. La conséquence logique de ce grand marché libéral ? L'augmentation du panier moyen pour chaque téléspectateur afin de s'abonner, si ce dernier en a évidemment les moyens. Ainsi, pour la prochaine saison 2020 à 2021, le juste prix de la facture totale montera jusqu'à une centaine d'euros, répartis entre un abonnement mensuel à Canal+, 20 €, à beIN Sports, 15 €, à RMC Sport, 25 €, et enfin au nouvel acteur espagnol Mediapro, 25 €. Toutes les grandes ligues européennes profitent en effet d'une situation de monopole qui leur permet de saucissonner les offres pour multiplier les lots et donc, les rentrées financières. Ainsi, l'arrivée d'un nouvel opérateur sur le marché, tel Mediapro, dope le marché pourtant déjà concurrentiel à souhait. Quitte à ce que les opérateurs,
conséquence de leur surenchère, doivent ensuite trouver de nouveaux accords comme celui récent entre Mediapro et Netflix. Tout cela conforte, pour l'instant, la bulle spéculative autour des droits du football et devrait réjouir les grands décideurs du football français et les clubs dont les dotations vont en effet augmenter. Il n'est pourtant pas certain que les clubs, entraînés dans ce maelstrom financier, y gagnent sur le long terme puisque le système d'achat et de vente de joueurs ponctionne l'essentiel de leurs ressources, comme les émoluments des joueurs payés à des niveaux tout à fait déraisonnables. De fait, le téléspectateur finance par ses abonnements ce système qui devient de plus en plus réservé à ceux qui ont les moyens de se payer l'accès au sport le plus populaire au monde. Chacun pressent que le modèle de gentrification des stades, qui passe par l'augmentation du prix des abonnements pour changer le public, contaminera aussi ceux qui regardent la télévision, à moins que ces derniers ne finissent par se lasser du prix cher à payer pour les catégories les plus populaires, des matchs, considérant que la profusion tue l'intérêt. Sans parler, osons le mot, de la moralité. Tout aujourd'hui dans le football moderne transpire l'indécence, autant dans les montants des transferts que dans leurs principes, affichant le prix du joueur comme on afficherait le prix d'une voiture de luxe. Sans revendiquer un retour à l'amateurisme, qui n'aurait aujourd'hui que peu de sens, il faut en finir avec cette indécence. La France pourrait donner l'exemple et offrir un nouveau cadre juridique par deux mesures complémentaires. Interdire définitivement l'achat ou la vente de joueurs, pratique curieuse ressemblant à la vente d'esclaves, même consentie, et enfin décider d'une limitation des salaires, à l'instar des salary cap de certaines ligues étrangères. Une somme de 30 000 € maximum représentant déjà plus de 20 fois le SMIC. Même le patron de l'Union européenne des associations de football, UEFA, le Slovène Alexander Čeferin, caresse aujourd'hui l'idée d'instaurer un salary cap pour contrôler la masse salariale des clubs et rééquilibrer un football européen plus que jamais inégalitaire. Ainsi tout se tient. Un autre monde est possible dans lequel le sport roi resterait accessible à tous à un prix raisonnable, dans lequel les clubs modéliseraient une entreprise plus humaine et plus stable. Et surtout, dans lequel les joueurs seraient bien payés sans devoir se vendre. J'imagine sans peine que beaucoup de lecteurs ne seront pas d'accord avec cette lecture atypique de l'argent roi, dans ce sport si populaire. Après tout, ne serait-ce pas le discours bien pensant et jaloux d'un petit gratte-papier ? Si l'on paye autant les joueurs, c'est qu'ils doivent mériter leur salaire, non ? Si l'on achète un joueur, c'est parce que la victime est consentante, non ? Si l'on met 30 millions d'euros, 200 millions de francs mes amis, c'est parce que ça les vaut, non ? C'est pourtant rollerball avant l'heure. Le début d'une histoire qui laissera les amateurs de sport et de culture, les ardents défenseurs d'un monde meilleur et plus éclairé, plus solidaire et plus juste, totalement interdits devant ce qui aurait été inéluctable. Ces questions méritent d'être aujourd'hui posées. Voulons-nous de la toute-puissance de l'argent dans le sport, la culture, la vie économique et sociale, dans lequel il serait l'alpha et l'oméga de nos relations et plus largement de notre vie ? Voulons-nous d'une régulation qui combatte les excès, ceux de pratiques liées au transfert, ceux des salaires des travailleurs en short, ceux des abonnements TV engorgeant nos écrans et en fait très évocateurs de ce que nous acceptons sans réfléchir ? Les questions que nous posons sont celles du monde et de la société dans laquelle nous vivons, produit évidemment de notre histoire, des évolutions que nous avons consenties ou non, des acceptations d'une théorie, celle d'une pente douce par laquelle nous avons renoncé. À penser, à réfléchir, à raisonner, à nous interroger. Tout cela laissant finalement la place à un nouveau monde qui émerge peu à peu sous nos yeux, plus ou moins écarquillé. Quand certains en prennent conscience, ils dénoncent et la colère gronde jusqu'à exploser. Qu'attendons-nous pour réagir ? Ce qu'il se joue aujourd'hui dans le sport et notamment le football est transposable dans de nombreux autres domaines liés à notre vie de tous les jours. Notre vie économique, sociale, culturelle. D'abord et avant tout sur la question du droit à l'emploi, de la manière dont on considère le travail alors que le chômage connaît un essor considérable privant des millions de personnes de ressources pour vivre. Le chômage et la misère n'ont pas de frontières. Même si l'on en parle peu, préférant glorifier les stars, des milliers de jeunes footballeurs rêvant d'un destin sont tous les ans rejetés du Magic System. Comme des centaines de milliers de jeunes qui peinent à s'insérer dans la vie active, à l'heure où le débat sur le sort de notre jeunesse est une nouvelle fois posé.
C'est aussi la transposition du débat sur l'indécence des salaires mais aussi de celui du footeux exploité, à travers le sort fait aux ouvriers et salariés et aux grands patrons de l'autre. Des millions à gogo pour les uns, des miettes pour les autres. Continuons et la colère grandira. N'y a-t-il pas mieux à faire dans le monde du sport, de la culture, dans celle de notre société pour penser autrement le rapport entre travail et salaire sans soviétiser notre pays ? La possibilité de payer au SMIC a longtemps été refusée par l'Allemagne, considérant que cela offrait la possibilité et la tentation de payer moins les salariés. En ce qui nous concerne en France, nous l'avons créé comme une protection minimale sinon cela aurait été pire. Mais le débat qui surgit aujourd'hui est aussi celui des ressources minimales pour vivre pour ceux et celles qui n'ont rien. Celle d'un revenu de base et d'une dignité pour chacun. C'est un débat politique certes, mais aussi un débat de société. Il épouvantera ceux et celles qui préféreront par intérêt, cynisme ou encore bêtise, les trois pouvant se cumuler, laisser faire. Les feux sont pourtant au rouge, et il faudra inventer quoi qu'il en coûte une autre façon de faire société avant d'être rattrapé par la patrouille. Il ne s'agit pas de renier la modernité du sport, mais de fixer de nouvelles règles sans lesquelles la bulle explosera comme elle est en train d'exploser en France, sur l'affaire des droits TV. Pour une déclaration des droits TV et du citoyen. D'autres sujets sensibles questionnent beaucoup. Faut-il limiter les salaires des footballeurs et créer en même temps un salary cap pour limiter les dépenses des clubs, comme c'est le cas dans le pays où l'argent est presque une divinité, les États-Unis d'Amérique ? Plus grave encore, continuerons-nous à fermer les yeux sur des pratiques moyenâgeuses ? Celles qui consistent à rendre moralement suspects les transferts de joueurs, l'organisation de filières de recrutement notamment en Afrique sans que personne ou presque ne les dénonce. Il y a pire que le mépris, l'indifférence. Suit la résignation. Dieu est un trader. Chapitre 2, du foot à la chaîne. Il fut un temps pas si lointain où le sport et le football en particulier se regardaient peu à la télévision. Évidemment, c'était un autre temps, celui de ma jeunesse dans lequel peu de chaînes existaient. Elles étaient d'ailleurs toutes publiques, avant que l'émergence d'un monde ouvert sur la totale liberté ne secoue le paysage médiatique, et lui donne peu à peu la configuration d'aujourd'hui. C'est en définitive toute l'histoire de la création, de la diffusion puis de l'explosion des médias dont il s'agit, totalement couplée à l'émergence des technologies. Tout a concouru à la prolifération de l'information et du divertissement, au sens large, via la multiplication des réseaux et des flux. Là où la puissance publique dominait et contrôlait pendant longtemps télévision et radio, un nouveau monde a surgi avec l'arrivée des groupes privés en France comme dans de nombreux pays du monde, excepté les dictatures. La civilisation des loisirs post-Seconde Guerre mondiale trouvait alors un réceptacle dans l'appétit des peuples à vivre encore plus et mieux et dans lequel la télévision allait jouer un rôle crucial. La France n'échappa pas à cette mécanique avec la création de quelques chaînes, de l'ORTF, pour le contrôle de l'information et ponctuellement le divertissement, fût-il sportif, des Français. Chacun se rappelle l'histoire. Valéry Giscard d'Estaing démantèle l'ORTF en 1974, Mitterrand met sur les rails en 1984 la création de Canal+, première chaîne généraliste à péage. Feu la 5 surgit avec Strass et Payette en 1986 alors que TF1 est maçonné en 1987 par le rachat de Bouygues. M6 apparaît. La porte s'ouvre. En grand. Toutes ces chaînes publiques et privées sont aspirées par la tentation et le besoin de délivrer de nouveaux programmes pour le grand public, conforter leurs audiences et modéliser une économie plus ou moins viable. La 5 l'expérimentera à ses dépens, préférant miser sur la médiocrité et prenant les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Une télé pour Hanouna. Dès lors, mouesses par cet appétit et cette concurrence, les chaînes considèrent le sport comme un vecteur essentiel, fort d'une caractéristique intrinsèque aux pratiques sportives. La retransmission en direct des compétitions pour contenter les publics toujours plus au rendez-vous, notamment pour le football, le tennis. Les grands éléments sportifs mondiaux, Coupe du monde de football, Grand Chelem de tennis, Formule 1, Championnat du monde de boxe, sont déjà la proie des chaînes et de leurs annonceurs. Publicité et rentrée financière garantie. L'arrivée des chaînes cryptées change la donne et apporte avec des concurrents supplémentaires un appétit renouvelé,
en termes de consommation de sport à la télévision. Après des débuts douloureux, Canal+ impose. En patron. Face à ses concurrents. Aux téléspectateurs qui y trouvent cinéma, sport et divertissement, qui dans un esprit de liberté apporte un air très frais. Tu entends Monsieur Bolloré ? La technologie numérique amplifiera comme jamais le phénomène permettant à des multiples chaînes de se créer, posant là encore la question des programmes à acheter, créer puis diffuser. Et plutôt en exclusivité concernant le sport. Le cas de Canal+ est criant. Il est loin la petite chaîne cryptée de 1984. Aujourd'hui, Canal+ aux mains de Bolloré, signe des temps, est un groupe pesant sur l'Europe entière et qui, en France, multiplie les canaux et chaînes de diffusion. On comprend dès lors les enjeux terribles liés à la création de programmes et évidemment aux achats incontournables notamment pour les sports et le cinéma. Enfin, notre monde, totalement connecté d'aujourd'hui, est aussi celui des grands opérateurs mondiaux, ces fameux GAFA aux finances et prétentions gargantuesques qui arriveront tôt ou tard sur ce marché avec des moyens colossaux. Dans tous les cas, supérieurs aux chaînes classiques et aux opérateurs majoritaires sur ce créneau. C'est déjà le cas pour le cinéma à la fois sur la question des financements et achats de films, mais aussi sur la création et la diffusion. Hors des lieux dits du cinéma. On vit vraiment une époque formidable, mes amis. Aujourd'hui, il est impossible de savoir combien de chaînes existent dans le monde, ou même en France. Même la Corrèze de notre ami François Hollande doit disposer de plusieurs chaînes locales retransmettant un contenu digne à se pâmer pour l'éternité. Ici Tulle. Cognac gay, vous m'entendez ? Internet en a remis une autre couche conférant à la liberté de faire, d'émettre et de recevoir une prééminence tout à fait absolue. Avec tout ce que cela signifie. Des apprentissages à l'ouverture au monde en temps quasi réel. Des manipulations à la fermeture des esprits pour ceux qui manipulent et ceux qui sont manipulés. Bref, le meilleur et le pire, avec une régulation aléatoire. Ah, de mon temps, comme qui dirait l'autre. Ah oui, c'est vrai, de mon temps, je voyais un match de vrai football de temps en temps. Lopez passe le ballon à Janvion. Janvion fait une longue transversale pour Sinagel qui remise pour Michel, et c'est le but des Verts. Je saute dans les bras de mon grand-père Léon. Ça nous fait un souvenir pour l'éternité. Mazette, j'en frissonne encore. Bonne, évidemment, c'était pour moi. Moins un problème de chaîne que de télé. Nous n'en avions pas. Et il fallut attendre que les prix baissent pour que les grands-parents achètent une TV noire et blanche au bouton pressoir qui claquait. Au moins quand on zappait, on savait pourquoi, il fallait se lever. Je me demande même si je ne vais pas créer une association, anti-zappette. Quand on y réfléchit, ça prend tout son sens, non ? Aujourd'hui ni la main, ni les doigts, ni les jambes, ni les orteils ne tremblent. Le cerveau commande et c'est la zappitude permanente, ma chère Ségo. Permanente. Reviens Ségo, ils sont devenus fous. Un match de temps en temps donc. À la télé ou au stade. De préférence à Lens au stade Bollaert. Avec l'odeur garantie de la bonne frite, lorsque nous arrivions sur le parking du bus venant de Saint-Quentin. Et une visite au grand-oncle qui tenait le bar du Sporting devant le stade. Avec le plaisir de voir quelquefois le druide, Monsieur Leclerc. Un grand joueur, un grand homme. Bon les petits jeunes, cherchez sur vos smartphones de qui je parle. Monsieur Leclerc est désormais mort. Paix à son âme. Pas sûr qu'il ait particulièrement aimé les évolutions du monde dans lequel nous vivons, et nous débattons. Dis Gervais, t'en penses quoi toi ? Aujourd'hui c'est du foot à la chaîne. À quasi toute heure du jour et de la nuit, l'on peut zapper pour se délecter d'un match du championnat paraguayen, brésilien, biélorussien, si ça existe, et même français. Bonne évidemment, on a eu chaud avec l'écran noir qui se profilait pour la France en 2021. Nous aurions eu l'air fin. Mon petit doigt me dit d'ailleurs que cette aventure croquignolesque a pu faire sourire ailleurs. Et même inquiéter. Nous aurions pu regarder avec tendresse n'importe quel match sauf ceux de nos bipèdes gaulois. Savoureux, non ? Dieu est un artiste. Respect absolu. Jusqu'au milieu des années 80 donc, il y avait ainsi peu d'autres moyens que de regarder du football que sur TF1 ou Antenne 2 et très ponctuellement la 3. L'arrivée de Canal+ est en cela un séisme.
En achetant la Division 1 de l'époque, elle offrait une exposition jamais connue à nos footeux, aux clubs et aux instances de la Ligue et de la Fédération. Elle offrait déjà un premier contrat qui en appellerait d'autres, malgré la concurrence de plus en plus ouverte et acharnée avec les autres chaînes émergentes. Le monopole d'hier vola en éclats. D'autant plus facilement que la grille des programmes proposés sur le sport et notamment le football était parcimonieuse. Les termes de l'échange bougeant, montée en puissance des chaînes, appétit des téléspectateurs, investissement massif de quelques personnalités pour construire des empires audiovisuels, tout en quelques années allaient changer. Ce n'était pas une évolution, mais une révolution. Et pas silencieuse du tout. On peut comprendre la situation dans laquelle se trouvaient les propriétaires des droits TV. Ils étaient assis sur une montagne d'or et ne le savaient pas ou que peu. Ce n'était pas à l'époque, même si leur instinct pouvait leur dire le contraire, leur éducation. Il faudra l'arrivée d'autres dirigeants, d'autres personnalités aux manettes, peut-être moins férus de sport et plus sensibles au climat budgétaire pour changer la donne. Jean-Claude Darmon joua par exemple en France un rôle tout à fait essentiel dans la vision d'un monde de football, bancable, avec sa société Mediafoot. C'était le Mediapro de l'époque, mes amis. Et les gars, y a un paquet de fric à se faire. Arrêtez vos boursicotages à la noix, j'ai un plan moi. On va vendre les droits de foot de la Division 1. Dit Jean-Claude. Ça va ce matin? Vendre les droits du foot français? C'est une blague, non? Jean-Claude, really? Chapeau l'artiste. Il l'a dit et il l'a fait. Macron a adoré, paraît-il. Chacun d'ailleurs a pu trouver cela génial et enthousiasmant. On ne verrait à l'avenir, de plus en plus et de mieux en mieux, de football à la télévision puisque l'on se battrait presque pour diffuser le match entre Garenne-Colombe et Draveil. Je vous rassure, j'adore Draveil mais bon. Tout cela a eu quelques conséquences. La prolifération des matchs tout au long de l'année, qui ne s'arrête jamais dans les deux hémisphères. Je soupçonne même nos amis inuits d'avoir un championnat. Rafraîchissant, non? La saturation de nos écrans et de nos cerveaux, pas toujours disponibles, est telle que l'on ne voit plus le ballon rouler droit. Il flotte ce ballon, ce n'est pas possible autrement. La gratuité quasi totale d'hier a presque entièrement disparu. Aujourd'hui on paie. Une fois, 2 fois, 3 fois au rythme des abonnements que nous devons prendre pour suivre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.